J'espère que cette lumière va continuer et se développer et que bientôt on retrouvera la paix chez nous. Amen. Amen. Merci beaucoup, Georges. Et grâce à Midrashet Yehuda Manitou, on a le plaisir de t'écouter et on continue donc sur les péripéties des pirates. Et j'imagine que tu vas nous rappeler un petit peu où est-ce qu'on en était dans ces aventures. Un Bechavod. petit résumé comme d'habitude pour nous remettre dans le bain. Ce soir, ça va être le dernier épisode sur les Juifs, sur les pirates juifs des Caraïbes. Alors, la dernière fois, nous avions parlé de Balthazar ou Barthélemy le Portugais, un aventurier juif, pirate. Cet homme a eu plusieurs vies. Je vous rappelle qu'il s'est échappé enchaîné d'un bateau en nouant autour de sa taille deux barriques vides pour flotter dans l'eau. Voilà, je vous avais raconté quelques-unes de ses aventures. C'est vraiment un personnage de roman. Et puis, on a parlé aussi des différentes personnes que nous avions déjà vues et qui reviennent. Johan, tu peux me mettre en grand, s'il te plaît. Nous avons parlé de plusieurs, merci, de plusieurs personnages que nous avions rencontrés et qu'on retrouve. Moïse Cohen Enriquez, Moïse Cohen et sa femme Esther. Moïse Cohen a été naturalisé en 1664 par le roi Charles II et ensuite il a été banni. Cette histoire-là, je ne reviens pas dessus. On a rencontré à nouveau Campos Ambada, un pilote juif, Abraham Lucena et Jacob Cohen et Isaac Israël, qui eux se sont battus contre Peter Stuyvesant à New York, qui n'a pas fait un très très bon accueil aux Juifs arrivés là-bas. En 1671, Abraham Cohen Enriquez achète 850 hectares de terre et voilà, 850 hectares de terre en 1671, on reviendra sur lui. Il y a aussi, je vous ai parlé des tentatives du directeur du port Beeston, qui était un antisémite patenté, d'expulser les Juifs de Jamaïque. Simplement, il n'a pas eu l'accord du roi Charles II. On vient un tout petit peu en arrière, 1664, un nouveau gouverneur arrive à la Jamaïque qui s'appelle Thomas Bodiford. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il arrive après le départ de Moïse Cohen. Et ça, c'est important, parce que Moïse Cohen est arrivé en 1663 et il n'a pas trouvé l'or pour le roi. Il a été banni, mais Bodiford ne le sait pas. Il arrive après le départ de Moïse Cohen qui a quitté l'île déjà. Alors, ce Bodiford est tout à fait favorable aux Juifs et son gouvernorat sera en fait l'âge d'or de la piraterie en Jamaïque. Il est aidé en cela par un personnage très haut en couleur qu'on va retrouver à plusieurs reprises, qui s'appelle Henry Morgan. Et évidemment, comme il aide les Juifs, eh bien, il a l'appui des Juifs de Jamaïque, notamment pour armer des bateaux. En 4 ans, au début du gouvernorat de Bodiford, 18 cités, 4 villes, 35 villages et une centaine de bateaux seront pillés. Tout ça, c'est vu. Alors Morgan, ça, c'est un personnage. Fils de châtelain, kidnappé et vendu comme esclave, il réussit à s'échapper, s'enrôle dans l'armée de Minsk, qui était un amiral anglais. Plus tard, il finira par être anobli. Alors, c'est un homme expérimenté, courageux, il n'y a pas l'ombre d'un doute, extrêmement astucieux, mais violent, sans scrupules, et c'est un vrai brigand. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il s'entend très très bien avec le gouverneur Modiford, qui est tout l'inverse, un homme fin, populaire et cultivé. Alors, pourquoi? Les deux sont très très ambitieux, et Modiford couvre les actes de piraterie de Morgan, soi-disant pour protéger la Jamaïque contre les Espagnols. Et puis, il faut aussi dire que Modiford a un fils. Ce fils a été kidnappé par les Espagnols et vendu comme esclave en Afrique. Et donc, il a un compte personnel à régler avec les Espagnols. Voilà. Alors, le roi d'Espagne est assez furieux de cette situation et il équipe une armada qui fait un raid en 1670 sur les fermes sur la côte de la Jamaïque. Pas là où il y a le port, pas là où il y a Port-Royal, mais l'espace, la plaine côtière qui commence à être cultivée.
Et là, tous les habitants de l'île, sans exception, sont absolument furieux. Ils sont remontés. Alors du coup, Modiford accorde à Morgan tout pouvoir pour détruire les bateaux espagnols et tout ce qui est espagnol. La première cible de Modiford sera la ville réputée inexpugnable de Panama. Pourquoi inexpugnable? Parce qu'elle se situe dans une vallée, elle-même située de l'autre côté d'une chaîne de montagnes. Donc il faut passer cette chaîne de montagnes pour attaquer Panama. C'est très compliqué, mais Morgan y parviendra. Et puis à Panama, il y a d'énormes réserves d'or et d'argent, et, et donc ça appâte évidemment Morgan. Cette attaque se passe en 1670, au moment où à Madrid, le roi d'Espagne et le roi d'Angleterre signent un accord de paix. Et par conséquent, on ne peut plus, on n'a pas le droit de s'attaquer les uns les autres. La Jamaïque, je vous rappelle, est anglaise. Et donc, dans cet accord, les Anglais doivent arrêter les boucaniers et les mettre hors d'état de nuire. Sauf que Morgan, il est déjà parti. Le temps que la nouvelle arrive d'Angleterre jusqu'en Jamaïque, ça prend 2-3 mois. Morgan, lui, il est déjà parti. Modiford dit qu'il a envoyé un bateau pour le retrouver, pour l'arrêter, mais le bateau ne l'a pas trouvé. Ah là là, c'est pas de chance. Alors, évidemment, ça se passe mal, cette affaire-là. Et en parallèle, Abraham Cohen signe avec Modiford, et ça c'est une signature intéressante, l'acte de vente des 850 hectares qu'il a achetés. Sauf que Abraham Cohen ne peut pas les acheter parce qu'il est banni, mais ça Modiford ne le sait pas. Et d'un autre côté, Modiford ne peut pas contresigner cet acte parce qu'il est déjà démis de ses fonctions, et ça il ne le sait pas encore. Charles II, furieux que Morgan attaque les Espagnols, a démis le gouverneur de ses fonctions. Mais même histoire, il faut 2-3 mois pour le prévenir, et donc il n'est pas prévenu, et on contresigne cet accord de vente. Voilà. Alors le sac de Panama est une catastrophe pour l'Espagne, parce qu'il y avait énormément d'argent là-bas. Le roi d'Angleterre n'est pas content du tout, évidemment, démet Modiford et nomme un nouveau gouverneur qui s'appelle Sir Thomas Lynch. Alors, Thomas Lynch, il habite à Londres, mais c'est un très, très grand planteur en Jamaïque, et surtout, c'est un négociant d'esclaves. Il est chargé d'arrêter Modiford. Alors, bon, il ne veut pas trop l'arrêter, on fait ça en douceur, on l'invite sur un bateau, vous verrez la suite. En fait, Lynch, il veut la paix avec l'Espagne parce que cette paix favorise son commerce d'esclaves. Et vous savez que le commerce d'esclaves est extrêmement lucratif. Donc, il n'a pas envie d'être en guerre avec l'Espagne, tout au contraire. En fait, agriculture et flibuste ne font pas bon ménage ensemble, clairement pas. Alors, Lynch envoie des émissaires dans les ports espagnols avec un drapeau blanc, en leur disant, voilà, on va faire la paix, etc. Mais ils sont très, très mal reçus et ils sont renvoyés chez eux. Il se méfiait un peu de cet accueil, et donc il avait posé des jalons pour prendre langue avec et savoir qu'est-ce qui se passe dans les colonies espagnoles, et il obtient toutes sortes de renseignements par des Veniki, évidemment, des conversos qui vivent encore dans les possessions espagnoles et qui n'ont pas été dénoncés ou découverts et qui amènent énormément de renseignements. Voilà. Alors là-dessus, le roi Charles II demande qu'on arrête Morgan, mais Lynch dit qu'il n'est pas en Jamaïque, il navigue quelque part, et qu'arrêter Morgan, c'est laisser la Jamaïque sans défense face aux Espagnols qui veulent évidemment venir nous conquérir. Alors dans toute cette affaire-là, le rôle des Portugais, entre guillemets, c'est-à-dire les conversos de Jamaïque, et les conversos qui sont en terre espagnole, sont tout à fait essentiels. Ce sont leurs renseignements, le maillage de toute cette région par des conversos qui permettra aux Anglais d'avoir des renseignements. Et évidemment, Lynch défend les Juifs parce qu'il sait très bien que les conversos ou les Portugais sont des Juifs. Voilà. D'ailleurs, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'un recensement a été fait à l'époque en Jamaïque
on a découvert qu'il y avait 16 juifs anglais dans l'île. Je vous rappelle que pour faire du commerce, il fallait être de nationalité anglaise, donc très très peu de juifs avaient la nationalité anglaise, mais il y en avait quelques-uns. Les juifs ayant été expulsés, je vous le rappelle, en 1290 d'Angleterre, et donc ça fait là 3 siècles qu'il n'y a plus de juifs en Angleterre, quelques-uns, et dont des grands serviteurs qui ont reçu la nationalité anglaise. Et pourtant, il y a énormément de commerce en Jamaïque. Alors, c'est quoi? Bien, ce sont des juifs clandestins, si vous voulez, et surtout qui pratiquent un commerce baptisé du très joli nom de commerce silencieux. En fait, c'est du commerce au black, c'est du commerce au noir, c'est du commerce illégal avec les ports espagnols, mais tout le monde y trouve son compte, à commencer et avant tout par les Anglais. Voilà. Alors, Abraham Cohen, qui avait acheté ses 850 hectares de terre, c'est grand, hein, 850 hectares. Il confie la gestion à son frère Moïse et il fait annoncer, c'est un subterfuge, il fait annoncer sa mort par son épouse, qui va chercher toutes les créances qui sont dues à droite et à gauche, de manière à couvrir le retour de Moïse Cohen, d'Abraham Cohen, pardon, en Jamaïque. Alors, il va revenir en Jamaïque en passant auparavant par Salé, Salé au Maroc. Pourquoi Salé? Parce que sa femme et lui-même ont des biens très importants à Salé. Ils ont mis des jalons un peu partout. C'est l'histoire des Juifs de diaspora, de Galoute, qui essayent de partager les risques et de diviser leurs biens pour avoir toujours une planche de salut. Voilà. Entre-temps, une nouvelle plainte en Jamaïque, par Biston toujours, contre des commerçants chrétiens contre les Juifs, nouvelle plainte rejetée par le roi Charles II. Et non seulement ça, le roi écrit que Biston doit restituer un bateau qu'il avait mis sous scellé et qui appartenait à un juif qui s'appelait Rabakouti. Il doit lui restituer son bateau avec toute la cargaison et en plus Rabakouti obtiendra la naturalisation anglaise. C'est vraiment une claque pour Biston et ben voilà, les juifs sont protégés en Jamaïque. En définitive, entre 1656 et 1676, la Jamaïque devient la plaque tournante du commerce de l'or et de l'argent et rapporte à l'Angleterre autant que toutes les autres colonies réunies. Nous en étions là la dernière fois et on va continuer si vous voulez bien. Alors voilà, Lynch est quand même obligé d'arrêter Morgan. Alors il l'arrête et il le renvoie en Angleterre. Et puis il arrive à Londres, Morgan, il ne reçoit pas de nouvelles de Charles II, devant lequel il doit répondre des offenses qu'il a faites à la couronne d'Angleterre en n'obéissant pas et en attaquant les Espagnols. Sauf que pour le roi, je rappelle que le roi, il a palpé son pourcentage sur toutes ces exactions quand même. Pour le roi, le simple rappel de Morgan à Londres, c'est suffisant comme punition. À partir du moment où il est à Londres, il ne peut plus organiser de la flibuste comme il le faisait auparavant à partir de la Jamaïque. Pour le roi, c'est une sanction suffisante. Et puis, alors qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps, Morgan? Il s'ennuie. Alors, je vous rappelle que c'est un grand noceur. Eh bien, le roi des boucaniers passe son temps à faire la fête à Londres. Et il régale tout le monde, il amuse tout le monde, et il fait la nouba. On ne peut pas dire autrement. Pendant ce temps, son copain, Sir Modiford, lui, c'est pas pareil. Il croupit dans la tour de Londres, où il est emprisonné. Bon, au bout de quelques temps, quand même, Modiford est libéré, et Morgan, son vieux complice, ne l'a pas oublié. Il va s'occuper de lui. On va voir tout de suite comment. Alors, pendant ce temps, le gouverneur de Jamaïque, Thomas Lynch, est très inquiet parce que les boucaniers ont été expulsés par Lynch. Et à présent, les boucaniers voguent sous licence française. En fait, ce sont des corsaires français maintenant. Corsaires français qui attaquent évidemment des bateaux espagnols, mais qui peuvent aussi attaquer des bateaux anglais. Et surtout, ces gens ne siègent plus dans l'île qu'ils défendaient en même temps qu'ils allaient faire leur razzia.
Alors, il est très inquiet. Il comprend l'intérêt qu'il y avait à laisser faire les boucaniers et il est bien au courant que les Espagnols veulent essayer de reprendre la Jamaïque. Mais il n'a plus d'aide. Alors, il écrit au roi, Charles II, et Charles II renvoie Morgan en Jamaïque et le nomme vice-gouverneur. Et alors, il fait quelque chose de très astucieux, le roi. Il dote Morgan de deux très grandes plantations sucrières. À partir du moment où il a des plantations, son intérêt n'est plus la flibuste. Évidemment, c'est l'exploitation de ces plantations. Alors, Morgan est un fanfaron. Il la ramène toujours, il est jamais content, il en veut toujours plus. Alors, il exige du roi deux choses. Il demande à être nommé chevalier, et le roi le lui accorde, mais surtout, il demande l'autorisation d'emmener son ami Modiford. Modiford qui était sorti de la tour de Londres, il ne l'a pas oublié, et donc il l'emmène dans ses bagages avec l'accord du roi. En 1675, mars 1675, Morgan arrive en Jamaïque. Et Lynch et les planteurs craignent des actions des Espagnols, et ils le craignent d'autant plus que Lynch, qui est un grand planteur, et les autres planteurs sont très intéressés par la traite d'esclaves, notamment avec les ports espagnols. C'est très lucratif, eux-mêmes ont besoin d'esclaves, et donc ils n'ont aucune envie que la flibuste rentre dans la course. Alors, avant, Morgan soutenait la flibuste. Seulement, voilà, il constate que commerce et piraterie ne font pas bon ménage. Et maintenant que Morgan il est vice-gouverneur, donc c'est quand même une place officielle, et qu'il a des terrains très importants, des exploitations, il est déterminé à lutter contre ses anciens amis, les pirates. Il veut stopper la piraterie. On change de gouverneur, Lynch est rappelé en Angleterre parce qu'il a fait son temps, tout simplement, sans autre problème. Arrive un nouveau gouverneur qui s'appelle Lord Vaughan. Alors, c'est un personnage assez fantasque, c'est un poète, un amateur d'art, un homme lascif qui préfère et de loin gouverner une île de planteurs et d'esclaves qu'un peuple indiscipliné de boucaniers et de flibustiers. Et donc, il aide le parti des planteurs. Et par voie de conséquence, il aide également Morgan. 1200 Anglais vont arriver du Suriname en Jamaïque, qui sont des spécialistes de la canne à sucre. Alors, pourquoi est-ce que tout à coup, des Anglais débarquent du Suriname en Jamaïque? Bien pour la bonne raison qu'en 1674, et qu'on est toujours là dans le troisième quart du XVIIe siècle, il y a un accord entre l'Angleterre et la Hollande. New York, qui s'appelle New Amsterdam, est cédé à l'Angleterre en contrepartie du Suriname qui est offert aux Hollandais. Donc les Anglais qui habitaient au Suriname, Suriname est un petit pays d'Amérique centrale, ils quittent le Suriname parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer et viennent s'installer en Jamaïque avec toutes leurs compétences sucrières. Et ils en feront une colonie sucrière extrêmement prospère. Sauf que pour réaliser tout ça, il faut des esclaves. Alors en 1660, regardez la progression, on trouve 500 esclaves en Jamaïque. 10 ans plus tard, ils sont 10 000. Et 20 ans plus tard, 1680, on ramène entre 80 et 88, on ramène 61 000 esclaves en Jamaïque. C'est considérable, énorme. Alors, je vous rappelle que les Juifs ne sont plus du tout partie prenante dans le marché d'esclaves. Depuis le début du XVIIe, ils ont tout arrêté. Ils ne s'occupent que du commerce de marchandises, licites ou illicites, mais de marchandises traditionnelles. Là, on est en 1674, les planteurs anglais du Suriname. 1675, Abraham Cohen est informé que Morgan est là, et puis ce Vaughan qu'on ne connaît pas très bien, qu'il y a une possibilité de retour en Jamaïque.
parce que Vaughan est gouverneur, Morgan est vice-gouverneur, et surtout Modiford est de retour. Modiford qui va se retirer, lui, sur ses terres également en Jamaïque, mais il est quand même là, il a encore un poids politique. On retrouve aussi, à ce moment-là, en Jamaïque, des Juifs du Suriname, qui ont quitté le Suriname, qui est devenu maintenant hollandais, pour venir en Jamaïque anglaise. Vous avez parlé de Beeston tout à l'heure, refus du roi de s'en prendre aux Juifs, et du coup, les antisémites de Jamaïque font vraiment profil bas, parce que c'est la 3e ou la 4e fois que le roi refuse leur pétition. Et donc, Abraham Cohen vient en Jamaïque pour réclamer sa propriété. Je vous rappelle qu'elle a été délimitée, un acte de vente pas valable, ça personne ne le sait, a été signé, et donc il vient prendre propriété de sa propriété. Et puis il a des problèmes. Avec les chrétiens, ça semble logique. Ben, pas du tout. Figurez-vous qu'il a des problèmes avec son propre frère Moïse. Alors, et Moïse Cohen-Henriquez va en justice. Pourquoi? Parce qu'il réclame à son frère un salaire pour le travail qu'il a effectué à gérer ses terres pendant quelques temps, quelques années, quelques mois. Alors Abraham reconnaît que ouais, bon, c'est vrai, et pour apaiser son frère, plutôt que de lui donner 100 livres sterling, ce qui ne représente pas grand-chose, il lui offre 40 bœufs et 40 chevaux. Sauf que ce prétexte, je me suis occupé des terres, tu ne m'as pas payé pour mon travail, c'est un faux prétexte. Les deux hommes ont la soixantaine, ils sont les deux extrêmement fortunés, les deux, par la piraterie, le commerce aussi. Alors, ils n'ont pas besoin d'argent, ni l'un ni l'autre. Mais on pense, il n'y a pas de preuve. On pense que Moïse a eu la fièvre de l'or, cette fameuse mine d'or qui devait se trouver sur les terres de son frère. Alors, après quelques mois, Abraham Cohen arrête tout, il en a marre, ça suffit. Il vend ses terres et c'est la dernière fois qu'on entendra parler des chercheurs d'or juifs en Jamaïque. 2-3 ans après, 1677, arrive le comte Carlyle, qui est un nouveau gouverneur. Vaughan rentre à la maison, sans autre problème. Arrive donc Carlyle, nouveau gouverneur, qui est un proche de Morgan. Modiford s'est retiré sur ses terres, il fait son petit business de sucre, et 1677, 7 ans plus tard, 1684, Carlyle retourne en Angleterre à la fin de son mandat. Et figurez-vous que ce fils de châtelain, kidnappé, vendu comme esclave, qui s'est échappé, qui s'est battu, qui est devenu flibustier, boucanier, corsaire, désavoué par le roi d'Angleterre, puis nommé chevalier, finit par être gouverneur de Jamaïque. En fait, c'est un véritable roman, la vie de Morgan. Il finit gouverneur de Jamaïque, c'est devenu un très riche planteur et un très grand propriétaire foncier. Et évidemment, vu sa position et politique et économique, il ne veut plus entendre parler de la flibuste. Mais au lieu de les pourchasser, de les poursuivre comme aurait fait n'importe qui, il est beaucoup plus intelligent, et quand même, ce sont ses anciens copains, il ne faut pas l'oublier. Et Morgan, même qu'il s'est civilisé maintenant comme gouverneur, reste un homme au sang chaud. Et il ne veut pas désavouer ses anciens amis. Alors voilà le marché qu'il leur est proposé. Vous allez recevoir des terres et vous serez amnistié pour tout ce qui a été fait. Il y a 2 options. Ou vous refusez, ou vous ne respectez pas la parole et vous serez pendu. Ou vous acceptez, vous rentrez dans le rang et tout se passera très bien. Évidemment, vous imaginez bien le choix qui a été fait. Je reviens à mon Moïse Cohen, Abraham Cohen, qui a plus de 70 ans, ne prend plus la mer. 70 ans, la mer à l'époque, c'est quand même compliqué.
sauf qu'il voudrait bien être amnistié. Je vous rappelle qu'il a été banni par Charles II parce qu'il n'avait pas trouvé cette fameuse mine d'or. Et donc, voilà toute une histoire que je vous ai racontée. Alors, il écrit à son copain, avec lequel il était très lié, Sir Morgan, gouverneur de Jamaïque, et le 18 novembre 1681, Morgan lui accorde la naturalisation anglaise, donc il est réintégré dans la nation anglaise, le bannissement est terminé, et c'est ce qu'il voulait obtenir à 70 ans passés. Du coup, il abandonne aussi le nom de Henriquez. Nous n'avons plus affaire là qu'à Moïse, à Abraham Cohen. En 1696, une vingtaine d'années plus tard, un tremblement de terre va ravager les 2 tiers de la ville de Port-Royal, la ville la plus mal famée du Nouveau Monde. Sauf que, on est là fin du XVIIe siècle, l'île est devenue prospère maintenant, grâce au sucre et à ses 40 000 esclaves. Alors c'est vrai que Port-Royal est dévasté, mais toute la plaine côtière est complètement exploitée, elle est en culture et elle est très riche. Et en 1713, donc une quinzaine d'années plus tard, la Jamaïque est la plaque tournante de tout le commerce des esclaves vers les Caraïbes. Je vous rappelle que les Juifs ne sont plus partie prenante dans ce commerce. Alors, commerce d'esclaves vers les Caraïbes, mais aussi vers l'Amérique du Nord. C'est le début de l'esclavage en Amérique du Nord, je vous le rappelle. Et je voudrais aussi rappeler que ce génocide des Noirs américains s'est soldé par environ 7 millions d'esclaves américains en Amérique du Nord jusqu'à la fin du 19e, qui sont devenus 70 millions de citoyens américains. Comme génocide, on a fait mieux. Par contre, les pays arabes, qui ont, eux, eu 17 millions d'esclaves noirs, il n'en reste plus. Mais là-bas, il n'y a pas eu de génocide. Juste pour remémorer la logique, la rationalité des mouvements woke et autres saloperies du genre qui sont en train de souiller notre planète. Je referme la parenthèse. Donc, ce commerce, la Jamaïque devient la plaque tournante vers les Caraïbes et l'Amérique du Nord. Les Juifs ne sont plus partie prenante et se consacrent uniquement à un commerce de denrées traditionnelles. 1735, une nouvelle pétition débarque à Londres contre les Juifs, demandant leur expulsion. Sauf que là, il y a une centaine de marchands londoniens, juifs et non-juifs, les deux mêlés, qui prennent la défense des Juifs de Jamaïque en disant que ces gens prennent tous les risques pour armer des bateaux pour transporter des marchandises, que ce sont des risques très très importants et qu'ils sont les seuls à les prendre et qu'on ne peut pas les laisser tomber comme ça. Donc, cette pétition est rejetée. Les Juifs ne sont plus impliqués dans la piraterie aux Caraïbes. Du coup, les flibustiers, il n'y en avait pas beaucoup. Les flibustiers juifs et les mécènes séfarades vont se disperser. On arrive vers la fin de l'histoire de la Jamaïque. On va les retrouver pour partie à Amsterdam. Ils se replient tout simplement à Amsterdam, qui est une terre d'accueil, qui est une terre de tolérance. Il n'y a pas beaucoup d'autres endroits où aller. Fin du XVIIe, je rappelle que Chmielnicki a passé par là, dans les pays de l'Est européen, que l'Amérique centrale elle est sous l'autorité de l'Inquisition, il n'y a pas beaucoup d'endroits. Donc ils viennent à Amsterdam, quelques-uns viennent en Angleterre, pas beaucoup, mais ils vont devenir plus nombreux. Et surtout, ils vont s'installer au nord, en Amérique du Nord, essentiellement. On va les retrouver au nord au XIXe siècle, au moment où les États-Unis commencent à se battre contre les Anglais pour leur liberté, c'est la Révolution américaine. Et les États-Unis vont les enrôler. Là, j'en ai fini avec nos pirates juifs des Caraïbes, mais il y a une petite extension, ce sont les pirates juifs américains. Les pirates juifs ex-Caraïbes qui se mettent au service de la Révolution américaine.
Alors, pendant cette révolution, il y a 12 corsaires juifs. Le chiffre, il est très connu, et les noms sont connus. Ce sont des gens de qualité qui vont faire cause commune avec les rebelles américains. Ces corsaires juifs, je dis bien corsaires parce qu'ils sont au service d'une nation maintenant, sont les pères fondateurs des premières communautés juives américaines. Ils sont propriétaires de pas mal de bateaux, et ces bateaux vont détruire en l'espace d'une dizaine d'années plus de 600 navires anglais et s'empareront de cargo, l'ensemble pour une valeur totale évaluée au jour d'aujourd'hui à 18 milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Beaucoup, beaucoup de marchandises. Le 23 mars 1776, le Congrès américain commissionne des corsaires pour, et je le cite, capturer en haute mer tous les navires et cargos appartenant à la Grande-Bretagne. Voilà, donc parmi ces corsaires, on trouve les 4 fondateurs de la communauté juive de Philadelphie. Ils s'appellent, alors la communauté s'appelle Mikvé Israël. Ces 4 corsaires s'appellent Benjamin Sexias, qui est le frère du grand rabbin de New York, parce qu'il y a déjà un grand rabbin au XVIIIe siècle à New York. Il y a Gershon Sexias, propriétaire d'un bateau qui s'appelle le Fox, Isaac Moses, propriétaire du Marbois, Abbé Sasportas, propriétaire du tout Rachel, les 2 Rachel. Voilà, ça c'est les 4 fondateurs de la communauté Mikvé Israël de Philadelphie, mais qui par ailleurs sont corsaires au service de l'Amérique du Nord. On trouve d'autres juifs très impliqués là-dedans, Michael Gratz, qui est associé à un Américain qui s'appelle Carter Braxton, qui est un des signataires de la déclaration d'indépendance. Par ailleurs, on trouve Moses Haïs, tout ça, ce sont des corsaires. Un notable de Boston, propriétaire de l'Iris, le bateau. Robert Morris, qui est le grand financier de la Révolution américaine. Là aussi, il s'agit d'un juif qui va financer la Révolution américaine. Moses Levy va acheter le terrain destiné à la synagogue de Newport. D'ailleurs, cette synagogue, je crois, elle existe encore, elle date de l'époque, et elle est dans son jus, encore aujourd'hui, fin du 18e. Bien. Alors, Moses Levy, il est propriétaire d'un bateau qui s'appelle le Havana. Pas la peine de retenir tous ces noms, c'est juste pour vous dire qu'on sait très bien qui a fait quoi et qui possédait quoi. Alors, ce Maurice Levy achètera en association avec Isaac Moses un autre bateau, le Black Prince. Il faut quand même vous rendre compte qu'acheter un bateau, il faut beaucoup d'argent. Il n'y a pas que le bateau, il faut l'armer, il faut l'équiper, y mettre un équipage, tout ça, ça sort de la poche du propriétaire, de l'armateur. Voilà. Et puis, il y a l'héritage d'un personnage dont vous avez déjà entendu le nom, un personnage tout à fait particulier qui s'appelle Jean Lafitte, corsaire connu des Amériques et héros de la bataille de Nouvelle-Orléans. Qu'est-ce que Jean Lafitte vient faire avec mon énumération des Juifs corsaires au service de la Révolution de l'Amérique du Nord? Eh bien, vous allez écouter ma lecture d'une lettre qui était glissée dans sa Bible et qui dit la chose suivante. Écoutez bien, c'est tout à fait étonnant. Je dois toute mon ingéniosité à l'extraordinaire intuition de ma grand-mère judéo-espagnole qui vécut à l'époque de l'Inquisition. On est en 1770, donc l'Inquisition est toujours encore en fonction. Et il ajoute dans son journal, « Ma mère est morte lorsque j'étais tout petit, et ma grand-mère qui vivait avec nous m'est devenue une seconde maman. Elle était d'origine judéo-espagnole. Mon grand-père maternel était, lui, un alchimiste réputé et apprécié en Espagne, un juif libre penseur qui n'adopta jamais la foi catholique, donc le refus de la conversion. Sans pour autant
pratiquaient le judaïsme. Cette absence de pratique ne l'empêcha pas de mourir de faim dans une geôle de l'Inquisition pour avoir refusé de livrer les informations qu'on tentait de lui extorquer sur sa famille et sur ses croyances. Ma grand-mère m'a souvent parlé des procès et tribulations que durent traverser les membres de sa famille au temps de l'Inquisition espagnole. Ces enseignements m'ont inspiré une haine absolue envers la couronne d'Espagne pour toutes les persécutions dont elle s'est rendue coupable et pas seulement contre les Juifs. Jean Lafitte, un nom tout ce qu'il y a de plus pas juif. Et voilà ce qu'il écrit, voilà son ascendance et voilà ses motivations. Donc, on l'inclut dans ce groupe de conversos qui sont en Amérique du Nord, qui vont revenir au judaïsme, évidemment. Je ne sais pas si Jean Lafitte va revenir au judaïsme, je ne peux pas vous le dire, mais en tout cas, tous ces autres corsaires, évidemment, puisqu'ils ont fondé des communautés, etc., vont revenir officiellement au judaïsme. Alors, l'histoire des pirates juifs des Caraïbes s'arrête là. Ces juifs, souvent déguisés en chrétiens, ont joué un rôle pionnier au Nouveau Monde. J'arrive un peu à la conclusion de toute cette histoire-là. Parce qu'on s'est dispersé dans cette histoire avec les Anglais, les Espagnols, et les Portugais, et les rois, et les princes, etc. Finalement, ce n'est pas notre problème. Sauf qu'en toile de fond, en permanence, nous allons trouver une influence juive ou conversos. Et c'est ce que je voudrais essayer de résumer pour sortir la quintessence de quand même à peu près 8 mois où on s'est baladé avec les pirates juifs des Caraïbes. Ce sont des aventuriers, des explorateurs, des conquistadors, des cow-boys, des pirates, des corsaires. Ils ont tout fait, ces juifs. On leur doit l'introduction de l'économie sucrière aux Caraïbes. Je rappelle que les juifs maîtrisent le marché du sucre depuis l'époque des croisades. Donc c'est très ancien. Mais là, ils vont le développer aux Caraïbes. On leur doit d'avoir organisé le premier réseau commercial couvrant les 7 mers. Donc, dans le monde entier, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique, l'Europe. Alors, les chiffres, évidemment, sont sujets à caution. On n'a pas beaucoup de chiffres, difficiles à établir. On estime toute cette aventure, c'est environ 10 000 conversos, c'est donc pas beaucoup de monde, évidemment. 10 000 conversos qui, au milieu du XVIIe siècle, vivaient au Nouveau Monde, soit 5% des 200 000 colons installés sur le continent, mais 15% des colons installés sur les îles. Ça, c'est déjà un chiffre beaucoup plus significatif. Mais en définitive, 10 000 personnes, ce n'est pas énorme quand on considère, et on va revenir dessus, tout le bouleversement, la réorganisation du commerce et du trafic international qui va émaner de cette région. Alors, s'agissant d'une communauté cachée, évidemment, on connaît, en ce qui concerne les conversos, on connaît beaucoup mieux l'histoire de ceux qui sont tombés entre les griffes de l'Inquisition, parce que l'Inquisition a laissé des procès-verbaux, des comptes rendus de séances de torture. On est très documenté sur l'Inquisition. En ce qui concerne les Juifs cachés, par définition, on ne connaît pas trop leur histoire, évidemment. Le résultat, quand même, c'est que beaucoup de ces conversos ont fini par oublier leur origine, en tout cas n'ont plus d'attache avec le judaïsme, pour le moins. Sur les quelques milliers de noms à concurrence portugaise ou espagnole qu'on trouve en Jamaïque, seuls 200 se considèrent comme juifs. Vous voyez que le résultat est très faible de ceux qui sont restés. Il nous reste quelque chose au Caraïbes, je crois que je vous l'avais dit tout au début, et ça on peut le voir encore aujourd'hui. Dans un certain nombre de villages, vous avez au cimetière des tombes de pirates juifs. Et comment ce sont des pirates juifs? Parce que sur la pierre tombale, vous avez la tête de mort et les 2 tibias croisés
le symbole des pirates, et dans le V inversé du bas des tibias croisés est inséré un Magen David. Et ces tombes existent encore aujourd'hui, on peut les voir. Alors, si je résume toute cette histoire, ça commence en 1492 avec Christophe Colomb, vous vous rappelez de tout ça, il découvre l'Amérique. Une tempête, un peu plus tard, va le forcer à s'arrêter en Jamaïque, où il échoue en 1504. Sa famille sera nommée propriétaire sous tutelle de la couronne d'Espagne, propriétaire de la Jamaïque, jusqu'en 1655. Donc de 1504 à 1655, 150 ans, la Jamaïque sera gérée et administrée par des descendants de Christophe Colomb qui vont toujours défendre et protéger les Portugais. Portugais, je vous rappelle, ce sont ces mousses juifs d'Espagne qui ont embarqué avec Christophe Colomb et qui ne sont jamais revenus en Espagne parce que c'était des conversos. Et ils se sont donc installés en Jamaïque et la famille de Christophe Colomb les a toujours protégés. Excusez-moi un instant. Voilà, ça commence avec ça. En 1655, la Jamaïque est conquise par les Anglais. Conséquence de la grande clairvoyance du pape de l'époque, qui a décidé, je ne sais pas pourquoi, de partager le Nouveau Monde entre les Espagnols et les Portugais, qui sont les deux nations qui abritaient l'Inquisition, au détriment de toutes les autres nations européennes, anglais, hollandais, français. Alors évidemment, ces trois nations ne vont pas être très contentes et tâcher d'avoir, elles aussi, un petit morceau du gâteau. C'est la grande clairvoyance politique des papes. Voilà, donc évidemment, il y aura des guerres. La Jamaïque devient un repère de pirates, de boucaniers financés par des juifs. Donc les juifs ne sont... Il y en a quelques-uns qui seront pirates eux-mêmes. On en a parlé, je vous les reciterai tout de suite. Mais essentiellement, ils financent des bateaux de boucaniers ou de pirates contre l'Espagne. La Jamaïque serait-elle le site d'une fabuleuse mine d'or? On n'en sait trop rien, celle de Christophe Colomb, sauf que ce mythe a alimenté beaucoup de guerres, de batailles, de luttes d'influence, etc., pour mettre la main dessus. Et puis, 1534, c'est la réforme de Luther, et la situation des conversos devient difficile partout, vous le savez. Ils sont autorisés en Jamaïque. C'est une des raisons aussi pour laquelle ils vont s'y rendre en masse. Cortés et Pizarro vont constituer le plus grand empire de l'époque au monde, l'empire espagnol. Et puis, en 1534, toujours, pour vous rappeler simplement qu'on en a parlé, Tunis est conquise par un pirate juif qui s'appelle Sinan le Corsaire. Vous vous rappelez de cet épisode, assisté d'un pirate barbaresque qui s'appelle Barberousse. Et Sinan le Corsaire et Barberousse feront un tandem extrêmement puissant. Jusqu'à la croisade de Charles V, donc il y aura, bon voilà, Tunis va tomber, je ne reviens pas dessus. La famille de Christophe Colomb a toujours interdit la présence de l'Inquisition en Jamaïque, et ça a commencé avec l'intervention de la veuve de Diego Colomb. Diego Colomb, c'était le fils de Christophe Colomb. Elle s'appelle Maria de Toledo. Évidemment, elle aussi est une conversos. En 1538, l'armada de Charles V est détruite par Sinan le Corsaire, et il se venge. Pourquoi je vous rappelle ça? Ça ne nous intéresse pas tellement. Ben si, parce que Charles V va se venger sur les conversos qui habitent à Anvers, 1538. Et du coup, ces gens vont partir vers Amsterdam. Ce sera le début de la grande communauté d'Amsterdam, qui sont des conversos qui ont fui Anvers à cause de l'antisémitisme de Charles V. Alors lui, il décède en 1558, et en 1580,
il y a la fusion entre l'Espagne et le Portugal, et ce qui nous amènera l'Inquisition dans le Nouveau Monde. C'est à peu près à ces époques-là aussi que va arriver sur le marché un personnage absolument fantastique, Samuel Palache, dont on a beaucoup parlé, rabbin, pirate, diplomate, qui fait du commerce avec l'aide de son frère Joseph, et il commence à Tétouan, qui est un repère de pirates, Tétouan donc au Maroc, et puis ensuite il s'installe à Amsterdam, il a de très bonnes relations avec le prince Maurice, et Amsterdam, qui est très tolérante, ne permet pas évidemment l'arrivée de l'Inquisition. Pour autant, il y a une opposition calviniste, Amsterdam est protestante, calviniste, et il y a une opposition des calvinistes contre les juifs. Donc le judaïsme est pratiqué en secret. 50 familles sont installées à Amsterdam, avec, ça c'est très important, c'est toujours la même histoire, nos conversos sont des relais partout. Et ces familles d'Amsterdam ont des relais en Espagne. Et Palache a permis le commerce maran en grand à Amsterdam, et surtout, il va permettre par son entre-gens et aussi par la puissance commerciale de ces juifs qui sont arrivés, l'accès du judaïsme au grand jour. Ce qui fait que on est toujours dans l'histoire des pirates, là. N'oubliez pas. Palache est un pirate. Ce qui fait qu'en 1612, on inaugure la première synagogue d'Amsterdam. C'est le résultat de la puissance de ces gens. Donc, pirate, c'est folklorique. Les conséquences sont considérables. La première synagogue officielle à Amsterdam. Et puis, un an après, il y aura aussi le premier cimetière d'Amsterdam. À 70 ans, Palache repartira en mer. Il dispose d'un sauf-conduit en Angleterre et il élabore en 1615 encore un plan avec Sidan pour récupérer une bibliothèque de 4000 volumes qui a été volée par les Espagnols et qui se trouve en Espagne. Il décède en 1616. Ça nous a amené à parler de l'histoire d'Amsterdam, une histoire énorme, mais on ne l'a pas finie celle-là. On a parlé d'Amsterdam et du commerce, et notamment du commerce avec le Nouveau Monde. Mais il y a tout un autre aspect d'Amsterdam qui fera l'objet de plusieurs entretiens ensemble, mais pas pour le moment. Un peu plus tard. On ne peut pas tout faire en même temps. Alors voilà, on a vu l'histoire d'Amsterdam. Tous les Juifs qui ont été torturés et qui ont réussi ont fui l'Espagne. Et en 1636, les Juifs représentent à Amsterdam 1% de la population, mais 10% du trafic commercial. Sauf qu'ils sont extrêmement religieux. Alors, parce qu'à Amsterdam, il y avait déjà une communauté ashkénaze, très sévère, très rigoriste. On a déjà à l'époque un combat entre les chilonim et puis des gens un peu plus timides, entre les datim, pardon, les charedim et des gens un peu plus timides. Ça existait déjà. Donc voilà, les jeunes, ça ne leur plaît pas trop cette affaire-là. Et du coup, les frères Cohen, dont je vous ai parlé encore tout à l'heure, grandissent à Amsterdam, cette oasis de tolérance, dans un monde hostile aux Juifs, quand même, les calvinistes, et avec des rabbins qui sont vraiment très, 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 très sévères. Alors, leurs parents leur ont conté les horreurs de l'Inquisition et la fuite d'Espagne, et ces jeunes, ils ont une idole, comme on dirait aujourd'hui, c'est le rabbin pirate Samuel Palache. Et donc, inspirés par lui, ils vont partir vers le Nouveau Monde et feront comme lui mener un combat contre les ennemis du peuple juif. À 20 ans c'est jeune, à force de diplomatie et parfois aussi par la force, ils se ménagent une patrie provisoire au Brésil. Et puis après la conquête du pays par le Portugal, ils ont développé une industrie sucrière et un commerce international pour qui leur permettront d'être très bien accueillis dans les îles Caraïbes.
leur puissance économique est telle que ça leur permet de noyauter la Compagnie des Indes occidentales. La Compagnie des Indes occidentales, compagnie commerciale indépendante sous tutelle de la Hollande, et ils vont noyauter cette compagnie commerciale. C'est considérable comme puissance. Et puis ça leur permettra plus tard de venir en aide aux Juifs de New York en but à Stuyvesant, vous le savez, et également de faire libérer un bateau retenu en cale par Biston en 1659, nous l'avons vu. Voilà. Alors, la solidarité des Juifs d'Amsterdam avec les conversos du Brésil et du Mexique, c'est ce qui ressortira de ces liens commerciaux permanents, et donc une communauté se préoccupe de Juifs au grand jour à Amsterdam, se préoccupe des conversos du Nouveau Monde. Ils vont s'occuper des conversos du Brésil, du Mexique. Le Brésil va devenir la Nouvelle-Hollande. L'esclavage est développé à cette époque-là, au début du XVIe siècle, au fin du XVe déjà. C'est la naissance de la communauté de Tzur Israël dont nous avons beaucoup parlé au Brésil et qui va durer 25 ans. En 1640, c'est la fin de l'union entre l'Espagne et le Portugal, mais c'est aussi la fin de cette fameuse communauté de Tzur Israël. 1653-54, c'est tout simplement la fin de la présence des Juifs conversos au Nouveau Monde, qui vont repartir en exil vers Amsterdam, New York et la Jamaïque. Voilà. Et puis, quelques secondes encore. Donc, les voilà qui repartent en exil, ils ont l'habitude, mais restent sur place, ce que je vous ai dit tout à l'heure, des conversos qui ont échappé à l'Inquisition et qui vont assurer tout ce réseau de renseignements politiques, économiques, avec les Anglais de Jamaïque. C'est à ce moment-là qu'entre en lice l'Angleterre. Jusqu'à présent, on n'en avait pas parlé. Je vous avais parlé d'Abraham Carjaval, ce personnage flamboyant de Londres, de Cromwell qui a soutenu les Juifs, des boucaniers de l'île de la Tortue, et en 1660, le roi Charles II, qui était en exil, remonte sur le trône d'Angleterre. Il favorisera toujours les Juifs. Oh, pas seulement. D'abord, c'est un homme assez tolérant, il faut dire, mais surtout, il y a tout intérêt. Il favorise les Juifs à cause de ses énormes besoins d'argent permanents, et eux vont le lui fournir. Des noms, Carjaval, Carcérès, Abraham Cohen, Abraham Israël, l'âge de la piraterie d'or, dont qu'on vient de terminer avec Modiford, Sphinx et Morgan. Alors, ils ont su gagner l'aide des boucaniers pour faire la guerre contre l'Espagne et ses colonies. N'oublions pas que c'était un des buts. Une guerre par procuration, évidemment, ils fournissent les moyens, et ce sont les boucaniers qui vont faire la guerre. Une guerre tellement forte qu'elle va finir par briser l'hégémonie espagnole au Nouveau Monde. Ça, c'était l'objectif de départ de Samuel Palache. Pas seulement de lui. C'est se venger. C'est ce que je voulais vraiment vous faire toucher du doigt. C'est la première fois que, d'une façon aussi claire, des Juifs veulent se venger d'une nation qui leur a fait tant de mal. Ils ont voulu se venger de l'Espagne et ils vont y parvenir. Et en parvenant à cette vengeance, en même temps, ils mettront en place les réseaux, les structures d'un commerce qui va mailler toute la planète et dont ils seront au départ les premiers bénéficiaires. Alors, on continue à rechercher notre fameuse mine d'or, je vous en ai beaucoup parlé. Ce sera la cerise sur le gâteau. Cette recherche va échouer, évidemment, mais pas la cause pour laquelle les frères Cohen et leurs semblables ont consacré l'essentiel de leur existence. Les Juifs marranes cherchent à survivre, bien sûr. Christophe Colomb les aidera largement avec cet équipage de matelots en 1492 qu'il emmène, vous le savez tout ça.
les Juifs vont créer le réseau de production, de raffinage et de commercialisation du sucre. Ils vont assurer le financement des pirates contre l'Espagne. Ils vont créer le réseau commercial de l'or et de l'argent. Mais vous imaginez, c'est phénoménal. Alors que tout ça, pour beaucoup, en plus, est plus ou moins illicite. Ils vont financer et animer des réseaux agricoles. Ils vont s'implanter au Brésil, au Mexique, au Pérou, aux Caraïbes, en Jamaïque, jusqu'à ce que nous avons vu, ils soient obligés de fuir à cause de l'Inquisition. Leurs réseaux commerciaux couvrent 3 continents, l'Amérique du Sud, l'Afrique et l'Europe. Leurs réseaux de renseignement sont présents dans tous les pays grâce à la famille, au cousin qui est converso, qui est resté à Amsterdam, un autre qui se trouve en Angleterre, le troisième se trouve à Salé, et tous ces gens communiquent entre eux, fournissent des renseignements qui protègent la communauté juive, partout. C'est du donnant-donnant, évidemment. Ils vont assurer le développement d'Amsterdam, et puis finalement, ce sera la première arrivée de Juifs en Angleterre. Je vous rappelle qu'ils ont été bannis en 1292. En 1675, l'année du procès entre Abraham et Moïse Cohen, vous savez, pour un prétexte qui n'a pas beaucoup de sens, des synagogues ouvrent leurs portes à Londres et à Amsterdam. 1675. Donc voilà que Londres, les Juifs ont pignon sur rue. Évidemment, un certain nombre ont été nationalisés, donc ont la nationalité anglaise et ont droit de résidence maintenant. C'est vraiment le petit coin qu'on enfonce dans cette porte fermée et qui sera amplifié plus tard par la venue de Rabbi Menaché ben Israël d'Amsterdam, qui viendra plaider la cause des Juifs. Et ça, c'est une autre histoire. Donc, 1676, on ouvre, en 75 à Londres et à Amsterdam, en 76 à Curaçao, à la Barbade et en Jamaïque. Une victoire qui est due aux efforts pendant tout le XVIIe siècle pour annuler l'opposition des nations au droit des Juifs de séjourner et de commercer librement, là où ils l'entendent. Un droit qui a été obtenu, pas partout d'ailleurs, mais là où il a été obtenu grâce à l'entre-gens, à la volonté, à la détermination de ces pirates juifs des Caraïbes au départ, mais qui sont beaucoup plus que ça, évidemment. Ces personnages ont puissamment contribué à la liberté de vivre en tant que juifs dans l'Ancien et le Nouveau Monde. Voilà, alors là, j'en ai fini vraiment avec les pirates des Caraïbes. Vous voyez que à partir d'une histoire finalement qui n'est pas très importante, ça concerne peu de monde, ça concerne peu de gens, mais les conséquences ont été extraordinairement importantes dans l'acceptation de la communauté juive, dans le développement, dans son apparition au grand jour, malgré l'Inquisition, la création de synagogues, donc l'implantation dans des communautés, et évidemment tout le côté commercial international. Donc d'une petite histoire ponctuelle qui ne mérite pas autant de, qu'on s'y arrête autant de temps, on a découvert toutes les implications de tous les pays du monde. Ça, c'est quand même quelque chose de nouveau. Nous sommes après la Renaissance. 15e siècle, fin du 15e, c'est la Renaissance. Et le monde va devenir global. Déjà à l'époque, évidemment, vont s'enfourner là-dedans les Juifs qui ont besoin de souplesse en raison de l'antisémitisme qu'ils subissent partout au fur et à mesure du temps, selon les périodes, selon les époques. Voilà pour ce soir. Alors, la prochaine fois, on va commencer une histoire, vous la connaissez tous, et pourtant je suis sûr que nous ne connaissons pas grand-chose de cette histoire. Vous savez tous qui sont les marans. Ah oui, les Juifs d'Espagne qui ont été obligés de se cacher, etc. Ça, vous le savez. Il y a tellement d'histoires avec les marans. D'ailleurs, ce que nous venons de terminer,
c'est bien une histoire de Maran, mais il y en a beaucoup d'autres. Et c'est ce que je vais m'employer à vous raconter à partir de la prochaine fois. Et c'est Maran, pour faire plaisir à M. Boublil qui veut me tirer les oreilles, ce seront aussi eux qui seront à l'origine, en tout cas une partie de la communauté juive de Tunisie. Voilà, je vous souhaite à tous Hanouka Sameach. Je vous rappelle que dimanche prochain, nous avons besoin encore de à peu près 8-9 personnes qui viennent nous rejoindre pour aller cueillir des pamplemousses dans un moshav qui s'appelle Kadima. Alors, Kadima en avant. Et il faut donc vous inscrire rapidement. C'est une cueillette qui n'est pas trop difficile, qui est adaptée à nos cheveux blancs ou à ceux que nous avons perdus. Et donc, ça se passera dimanche. On partira ensemble avec un bus. Et si vous voulez vous inscrire, Johan a eu la gentillesse de mettre sur le chat le numéro de téléphone d'Odile Gottlieb qui réunit toutes les bonnes volontés. Voilà, maintenant on peut ouvrir les micros si vous voulez. Si vous avez des questions à poser, je suis à votre disposition. Toda rabba. Merci beaucoup, Georges. Et voilà, vous pouvez ouvrir le micro. Merci, Johan. Alors, question. Jusqu'à présent, est-ce que le gouvernement, est-ce que vous êtes en contact d'aller dans toutes ces réunions qui ont lieu avec les représentants du gouvernement israélien? Et est-ce qu'on vous rassure ou pas? Alors, j'ai rien entendu, j'ai rien compris. Je suis désolé. Non, c'était une erreur. Quelqu'un a une question? Eh bien, Hanouka Sameach. On peut remercier? On peut remercier? Oh, c'est pas la peine. Moi, je